L'app, elle marchait très très bien pour repérer les élèves qui allaient pas bien. Peut-être éviter un drame dans l'école. En fait, quand tu es devant les enfants, tu dois avoir la patate. Et tu dois être à 100%, autrement t'es un petit chiant. Je voulais vraiment pas être ça. Et du coup, t'as claqué la porte. Quand t'as 20 ans, tu dis rien. Quand t'as 30, tu commences à râler. Quand t'as 40, tu te laisses plus faire. Parce que toi, t'as fait le grand écart. Passer de prof à entrepreneur, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ça a pas mal fonctionné parce qu'on a quand même 25 000 utilisateurs. Mais financièrement, pas bon. Il me dit ouais, ton projet il défonce, mais c'est un projet de cœur, ça va pas faire d'argent. Et donc, tu montes un 3e projet. On a eu Damso, là, cette année, on a Universal, on a Sony. Tu passes de patron de petite boîte à boîte en hyper-croissance en un laps de temps très très court. Moi, j'ai l'impression que ta zone de génie, c'est aussi résoudre des problèmes, non? Mon stress, en fait, il part très vite quand je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour résoudre la problématique. Salut Guillaume, trop contente de t'avoir ici. Hello, super content d'être là. Merci pour l'invite. Donc toi, t'es un ancien prof, devenu entrepreneur. T'es également auteur d'un livre, t'as sorti un livre. Est-ce que tu peux te présenter peut-être avec tes mots qui es-tu, que fais-tu, c'est quoi ton parcours? Guillaume, donc 45 ans, papa de 2 grands ados, 20 et 18. Effectivement, donc instituteur pendant 18 ans et entrepreneur depuis 5-6 ans. Mon parcours, donc, il est un peu divers et varié, avec énormément de stabilité pendant une vingtaine d'années et ici un peu une période de chaos de par le parcours. Donc je suis parti sur de la start-up en mode plutôt levée de fonds, incubateur, etc. avec un parcours qui était en B2C sur le démarrage avec une app qui s'appelait Kiligi et puis en B2B avec la même app mais adaptée pour le monde de l'éducation qui s'appelait Phil pour prendre soin de la santé mentale des jeunes globalement. Donc j'ai eu tout le temps une carrière très très orientée éducation, jeunes, prendre soin d'eux, leur apprendre des choses. Et je continue maintenant avec No Phone, avec plutôt ici l'objectif de faire attention à leur temps d'écran et à se refocus en fait sur leur vie, leurs liens sociaux, et être épanoui sans maîtriser l'usage de leur smartphone. C'est vraiment ça le but. Je t'ai rencontré il y a quelques mois, c'était au mastermind de Thibault Louis, et c'est vrai que tu m'avais impressionné parce que il y avait une telle énergie en toi, tu vois, tu t'irradiais. Et en fait, la question que je me pose, c'est comment tu as pu rester prof pendant 18 ans? L'éducation, en fait, déjà, je suis devenu prof parce que j'aimais pas l'école, ce qui est assez bizarre. Oui, c'est bizarre, ouais. Ce qui est assez bizarre. J'ai eu un parcours scolaire quand même tout simple. Mais ouais, la période adolescence a été quand même vachement compliquée. En fait, j'ai fait première classe jusqu'au milieu de mon parcours secondaire, on va dire. Et puis passage lycée où là, je pars en vrille totale. Et avec un parcours quand même compliqué pendant une année qui était vraiment compliqué et pour les profs et pour moi. Mais ouais, et c'était vraiment le déclencheur aussi de me dire il y a quand même moyen de faire mieux, je pense. Et donc de m'intéresser en fait à l'éducation. Et puis voilà, j'ai démarré comme ça. Et avec après un parcours plutôt orienté, ça s'appelait donc qualification éducation à la petite enfance. Donc là, c'est plus des stages en fait en maternelle, en primaire, mais chez les petits, et en enseignement spécialisé. Comme ça, j'avais un chouette panel. Enfin, l'idée, c'était de voir, avant de sortir du lycée, enfin d'avoir déjà un diplôme en sortant, parce que j'avais un doute sur est-ce que je vais tenir dans le parcours scolaire jusqu'au bout, est-ce que je vais aller même en études supérieures, tellement c'était problématique à une période. Et puis, mais les 2 dernières années lycée, là, je suis parti en éducation à la petite enfance, et là, c'était parti. En fait, j'avais trouvé ma voie, je savais que j'allais faire ça. Donc ça, c'était très, très cool. Sauf qu'après, je suis arrivé à l'école normale, où là, on est hyper cadré, à l'inverse des 2 années précédentes qui étaient vraiment géniales et qui donnaient un très bel aperçu de l'éducation, mais en mode bisounours. Et quand on retombe à l'école normale, là, on retourne dans les cadres, dans toute la... Du coup, tu peux rappeler un petit peu comment ça se passe? Parce que c'est vrai que tu as fait tes études en Belgique. Oui. Donc, en fait, les Belges, donc ça marche dans l'autre sens. Donc, c'est de la première à la 6e. La 6e, c'est la dernière. Donc, c'est vraiment inversé. Et puis après, on part en supérieur, comme en France. Et les 2 dernières permettent... comme en France, en fait, tu peux aller faire maçon, ou tu peux faire éducateur, ou tu peux faire
il y a déjà des petites qualifications, on va dire. Et donc moi, j'ai fait les 2 dernières pour m'orienter vers l'éducation. En sachant comme ça, en fait, j'avais un bon bagage pour arriver à l'école normale. Parce qu'après, ça déroule. En fait, ces 5 années-là, c'est passé crème tout le long. Parce que j'avais juste trouvé... En fait, j'ai juste eu une mauvaise année charnière où je savais pas ce que je voulais faire, où j'avais 2-3 profs qui étaient aussi un peu... qui étaient pas fous. Et du coup, ça m'a remis en questionnement sur ce que j'allais faire. Et puis après, j'ai trouvé. Et puis let's go, ça a déroulé. C'était quoi? C'était un besoin de confort pour devenir prof? Pourquoi je suis devenu prof? En fait, en mode job étudiant, je faisais plein de jeux, enfin animateur plein de jeux. Donc je savais que j'aimais bien être avec les jeunes. Je savais que donc il y a eu ça. Après, il y a eu la vie familiale. Donc famille aimante, le couple qui va plus ou moins bien, puis séparation aussi quand même, qui m'a quand même perturbé, et un papa camionneur en fait, donc qui fait énormément d'heures, qui est pas souvent à la maison, ou enfin quand je me lève il est déjà parti, et quand je vais me coucher il est pas encore revenu. Donc vraiment beaucoup d'heures, et donc ça aussi ça a été un des billets dans la recherche d'emploi, où je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour être avec ma famille et être épanoui dans mon boulot la journée. Donc il y avait le parcours et les heures de mon père qui m'ont redirigé vers un métier hyper simple. Hyper simple, non, mais facile d'accès, on va dire, et qui permet d'avoir une vie assez... avec des routines tout le temps, parce que tu fais en 7h30, 16h, à 16h, tu es chez toi, et puis tu as une place assez rangée. Ça, c'est ce qui est souvent le cas pour la plupart des enseignants. Sauf que moi, j'avais besoin de plus, donc derrière, j'ai fait plein d'autres choses. Ça m'a donné aussi du temps, parce qu'on dit, les enseignants sont souvent en congé. Clairement, il y a beaucoup de congés, mais qui servent quand même bien à préparer tes cours. Alors, on le fait ou on le fait pas, ça dépend des enseignants. Mais globalement, si tu as envie... Enfin, moi, ce qui m'animait aussi, c'était de proposer des chouettes activités. Donc, en fait, tu renouvelles souvent. Tu passes beaucoup de soirées à repréparer tes cours. Et en fait, quand tu as beaucoup de profils dans ce secteur-là qui sont très traditionnels, qui ne sont pas du tout entrepreneurs, qui n'aiment pas la peur, qui aiment bien la stabilité, chose que moi, je n'ai aucun problème. Enfin, la preuve maintenant, parce que là, je suis dans une toute autre période. Mais du coup, j'ai toujours été un peu... à la limite du cadre, même légal, en fait, de l'éducation, parce que tu es quand même bien cadré de ta direction, de ton équipe, de tes collègues, parce qu'il y a quand même un regard aussi des autres sur comment t'enseignes, comment t'es avec les jeunes. Parce que t'en fais, t'as l'inspection qui passe aussi. Bon, alors l'inspection, je sais pas, sur ma carrière, il est peut-être venu 2 fois, ou peut-être 3 fois, 2 fois. Donc peut-être pas non plus hyper inspecté, mais ça te met quand même un cadre, et ça se passe pas toujours bien non plus, parce que justement, moi j'étais plus en mode pédagogie alternative, et ce que je trouvais bien chez Montessori, j'avais envie de le faire, je le faisais. Si je voulais faire du freiné, je le faisais. Donc c'est pas évident. Alors quand t'as 20 ans, tu dis rien, quand t'as 30, tu commences à râler, quand t'as 40, tu te laisses plus faire. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est vraiment entre 30 et 40, où là je suis parti en mode non, moi je fais comme ça, et si vous n'êtes pas content, tant pis. La porte, elle peut être là, et c'est OK pour moi. Et du coup, c'est assez... en fait, tu fais ça pour... c'est un job de mission, et en fait, c'est hyper compliqué, parce que si tu cherches la reconnaissance, t'en as pas. Si tu recherches l'épanouissement, en fait, par rapport à ce que les enfants vont te rendre, tu l'as. Globalement, quand tu es dans ta classe, tu donnes cours, c'est quand même trop cool. Enfin, moi, c'est ce que je préférais. Après, c'est tous les à côté que je trouvais trop complexes à devoir gérer, parce qu'effectivement, tu dois... surtout en petite école de village, c'est tout vers l'ouverture le matin, c'est 7h30. Tu es en mode bénévolat, t'es pas payé, quoi. Puis il y a une mère qui vient, qui dit « Ouais, le manteau, il est où? Il a perdu son manteau. » Enfin, et tu te fais engueuler pour rien. Du coup, il faut digérer le truc. Tu te dis « Non, mais moi, je suis en mode bénévole, c'est bon, ne m'engueulez pas comme ça. » C'est assez compliqué. Franchement, c'est un métier où il faut quand même prendre beaucoup de recul par rapport à toutes les situations, parce que dans toutes les familles, il y a des choses qui se passent, et des fois, tu as des gens qui sont de mauvaise humeur, et toi, tu es un peu au milieu de tout. Et sauf que la principale fonction, c'est d'apprendre aux jeunes. Donc, en fait, tu as déjà un espèce de pot d'énergie qui doit quand même être costaud, puis tu as un pot de patience qui doit aussi être costaud.
Et en fait, ton pot de patience et ton pot d'énergie, tu les manges déjà sur une journée ordinaire pour leur apprendre des choses, parce que certains vont galérer, d'autres vont aller trop vite, et donc tu dois essayer de mettre ton tempo, essayer d'équilibrer le tempo de tout le groupe. Et derrière, tu as la maman qui vient râler parce qu'elle a renversé le bol de choco et que le gamin il est tout ça. Donc t'as pas mal de trucs à gérer comme ça sur une journée. Et c'est quand même vachement compliqué. En tout cas sur le long terme. Parce que, franchement, les 10 premières années, c'est vraiment bien passé. Et après, la difficulté, elle est venue sur plutôt ma fin de carrière où j'étais en mode un peu rebelle parce que j'aimais pas les points. Je suis pas un fan de points. Je suis pas c'est pas que je veux pas d'évaluation, etc. J'aime vraiment bien. Mais les points, ça sert pas spécialement à grand chose. On n'arrivait pas forcément à faire évoluer. Et quand tu es un style de village, c'est le petit devoir tous les soirs, la petite leçon, la petite dictée, enfin tous les trucs un peu trop traditionnels à mes yeux, qui font, c'est même pas qu'il en faut pas. Enfin, en plus j'en faisais, mais en plus j'aimais bien. Mais ouais, en fait, t'as vraiment un grand écart entre les différentes familles. T'en as qui vont être hyper élitistes, d'autres qui sont en mode hyper laxiste, et toi t'es là au milieu du jeu, t'essayes de faire ton cours comme tu veux. Soit tu tiens ta barre en sachant qu'il y a des gens qui vont t'adorer et d'autres qui vont te détester parce que ta barre, elle n'est pas là où ils aimeraient qu'elle soit. Donc ouais, non, c'est un métier quand même vachement complexe, passionnant, mais voilà, tu gagnes pas... Et du coup, tu as claqué la porte. Ouais. Et pourquoi? Enfin, c'était justement, tu as les parents d'un côté, tu as les enfants, tu as l'État qui cadre aussi, donc tu as plein de cadres différents qu'il faut respecter. C'était tout ça que tu supportais plus? C'était quoi? En fait, le premier truc, c'est de me dire, déjà, tu vas pas, si t'es pas en forme. C'est déjà le premier truc. En fait, quand tu es devant les enfants, tu dois avoir la patate. Et tu dois être à 100%, autrement t'es un instinct chiant. Je voulais vraiment pas être ça. Et là, en fait, sur la fin de carrière, je commençais à être en mode un peu... en fait, quand on est souvent attaqué, tu pars en mode défensif, quoi. T'attaques ta journée, tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, qu'est-ce que j'esquive. Et du coup, t'es un peu... t'es pas serein. J'avais ça sur la fin de carrière. Et puis, en fait, la fin de carrière, elle est venue d'un conflit avec une collègue qui avait son enfant dans ma classe. Et c'était la goutte d'eau, quoi. Le matin même. Enfin, après, je savais que je finirais... Enfin, je pensais finir l'année quand même. Je pensais pas m'arrêter comme ça en plein milieu de l'année. Et ça s'est arrêté pourtant. Parce que vraiment, ce jour-là... En fait, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu un changement de direction. Il y a eu ma collègue qui m'a effectivement clashé sur le truc, alors que... Enfin, il y avait quand même pas mal de points problématiques. Et en fait, ma règle, moi, en fait, en école de village, souvent, si tu lèves la porte de la classe, elle est ouverte. Enfin, moi, ma porte, elle était tout ouverte, donc tous ceux qui veulent regarder comment je donne cours, ils passent, ils regardent et puis ils voient. Même les parents, parce qu'en fait, le hall, c'était un grand hall qui était à disposition. Enfin, il y a un collègue qui pouvait passer, ou même une maman, parce qu'elle doit aller rechercher le gamin dans l'autre classe. Et ma porte était tout le temps ouverte. Et avec le nouveau directeur, ma règle, j'avais une règle, c'était tu passes quand tu veux, et tu regardes les cahiers des enfants, le journal de classe, enfin peu importe, tu regardes tout, quoi. Mais tu viens jamais quand il y a une mère qui râle le lendemain. Alors je dis une mère, ça peut être un père. Mais tu viens jamais le lendemain. Et là, en fait, c'est ma collègue qui râle et le lendemain, il vient. Et il veut m'inspecter comme ça. Et je lui dis, c'était quoi ma règle? Et il me dit, pas venir le lendemain. Je dis, et là, tu fais quoi? Je viens t'inspecter, mais je viendrai demain. Je dis, non, ma règle, c'était pas ça. Et je dis, si tu viens demain, moi, je serai pas là. Et voilà, et ça s'est arrêté comme ça. Parce qu'il a voulu venir le lendemain, et moi, je supportais pas. Parce que, en fait, on n'a pas... Enfin, le salaire, il est pas fou. Ok, t'as des congés, mais qu'est-ce que t'as? En vrai, quand t'es un style, t'as pas grand-chose. Si t'as une seule règle et qu'ils respectent pas le truc, je me suis dit, non, là, ils outrepassent tout. En fait, c'est un secteur où on se laisse trop faire. Alors, il y a beaucoup de râleurs. Moi, le premier, j'étais un gros râleur, on râlait sur tout. Et en fait, rien ne change dans le secteur. Et du coup, si tu veux, tu passes toute ta carrière à râler, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Et là, c'est vraiment ça qui était, pour moi, trop problématique. Tu deviens un espèce de rageux, là. Tu te dis, ouais, l'éducation nationale, ça va pas. Et en vrai, là, je me autorisais à le faire parce que j'avais vraiment essayé de faire bouger le truc, ça ne bouge pas. Donc je me dis, ouais, je peux râler, mais non. En fait, si t'es pas content, à un moment, c'est bon, tu sors, quoi. C'est un peu... Et du coup, t'es parti. Ça n'a pas été dur parce que, je sais pas si en Belgique c'est pareil, mais c'est vrai qu'en France, quand t'es prof, il y a quand même beaucoup, beaucoup à perdre. Enfin,
On choisit une carrière, on choisit t'as des un avantages, t'as des avantages, effectivement. Parce que toi, tu as fait le grand écart. Passer de prof à entrepreneur, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ouais, après, en fait, tout a acheminé. Enfin, c'est un acheminement vraiment sur toute la carrière, parce que j'ai fait musicien, j'ai fait auteur du bouquin Erol, où j'ai essayé de monter des écoles alternatives. Donc, en fait, en Belgique, donc, il y a aussi les différents réseaux, donc les écoles catholiques, les écoles publiques, les publics qui sont divisés en provinces, enfin, c'est assez compliqué. Mais du coup, il y a plusieurs réseaux, et mon objectif, déjà, c'était de faire des écoles pareilles dans tous les réseaux, donc peu importe le réseau, c'était pareil. Et c'était juste de récupérer des écoles de village en perte de vitesse, donc ils perdaient des enfants, donc globalement, enfin, souvent on va fermer l'école. Donc le but c'était, pour sauver l'école, on fait une pédagogie alternative et on essaye de sauver l'école. Et pour ça, on met des parents qui ont envie de ce type de pédagogie, parce qu'il y a des enfants, il y a des parents, ils sont très en mode traditionnel, ils veulent encore du cours hyper frontal. Mais ok, c'est ok, mais allez là où il y a ça, et les parents qui veulent de l'alternative, allez là, quoi. C'était ça l'idée. Et on a monté vraiment un gros projet qui s'appelait Collaborative. On a monté 3 écoles en fait qui avaient démarré comme ça, avec la ministre de l'Éducation qui était OK, l'inspection qui était OK aussi sur ça. Et puis ce projet-là, ça c'était avant. Donc là, je travaillais à temps plein et je faisais ça en plus de mon temps plein en mode bénévole. Et là, c'est une des raisons de l'arrêt aussi. C'est que j'ai donné beaucoup d'énergie pour essayer de changer, je pensais y arriver. Et ça a été taclé par un gars en fait de la régie des bâtiments qui était pas OK parce qu'on avait mis trop d'élèves dans tel bâtiment par rapport à la surface au sol, au mètre carré, nanana. Donc on avait une solution, c'est que les parents ils étaient OK pour acheter des yourtes et mettre une yourte dans le jardin et continuer, comme ça on élargissait la surface au sol. Mais non, le monsieur était pas OK avec ça. La ministre a essayé de pousser, c'est pas passé. Et donc tout le projet a un peu tombé à l'eau avec ça. Et donc là je me suis dit, c'est bon, je vais pas me tuer la santé. Et en plus en étant bénévole sur des projets qui mènent à rien. Ça a joué clairement dans le fait que j'arrête l'éducation. Mais donc il y a eu ça. Avant ça, en fait, moi, avec tout le groupe, on a coécrit donc un ouvrage qui s'appelait Collaborative. Alors c'est devenu la boîte à idées pour aider vos enfants à apprendre autrement chez Erol. Ça c'était aussi une super chouette expérience. C'était vraiment tout ce que moi j'avais appris pendant les 18 années. Enfin, là c'était 15. Donc pendant les 15 années, c'était de remettre ça dans 300 pages. Et en reprenant en fait des experts de chacune des méthodes, etc., qu'on avait dans l'ouvrage. Donc c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est une boîte à outils. Mais l'idée c'était aussi chacun d'aller chercher et d'aller piocher là où il se sentait en accord avec ce qui se passait. Parce qu'en fait, dans l'éducation, il y a aussi... t'as la team Montessori, t'as la team Freinet, et en gros, tu dois respecter tout le temps tout Montessori, ou tout Freinet, ou tout Steiner, autrement, t'es pas bien vu. Et du coup, quand t'es un peu au milieu de ça, tu te fais attaquer par les différents partis, en disant, non, mais là, tu casses la pédagogie, là, pas été étudié comme ça. C'est assez rigolo, je l'avais pas vu arriver, ce truc-là. Mais là, le but, c'était d'avoir une boîte à outils, et puis l'enseignant qui est OK avec ça, il se lance sur ça. Parce que là aussi, en fait, on dit tout le temps, il y a une liberté d'enseigner, c'est faux. En fait, le cadre, il est quand même vachement serré. Et même quand tu es à ras du cadre, souvent, on vient te tacler, quoi. Toi, tu es passé par plusieurs cadres, quoi. D'un côté, tu avais l'éducation nationale, de l'autre côté, tu avais Montessori, Freinet, et puis... Moi, j'étais fort Freinet. Mais du coup, tout était que des cadres. Et ça, tu supportais pas? Ouais, c'était le plus gros... Donc, tu as créé ton propre cadre, en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent j'étais inemployable. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est assez fou. Mais alors, je ne sais plus exactement la chronologie, mais j'ai essayé de me faire engager comme pédagogue en fait, pour aller dans les écoles. Donc, en Belgique, en fait, tu as une cellule pédagogique qui va aider des enseignants qui sont en galère ou qui ont envie de renouveler leurs cours, etc. Et donc, je voulais me faire engager comme ça. J'ai été me présenter, je passe toutes les étapes et tout. Et puis, à la fin, ils me disent « Mais non, mais vous êtes un ovni pour l'éducation. Vous allez faire peur à tout le monde, en fait. » Et effectivement, moi, je pourrais très bien dire « Let's go, on travaille en manuel. » Mais vraiment, on travaille en manuel et tous les élèves, ils avancent à un tempo différent. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu dis ça à un institut normal du petit village. Le gars, il dit « Mais t'es complètement barré, tu fais de la merde. » Mais non, en fait, pour moi... À mes yeux, les enfants, ils vont tous à un niveau différent. J'ai pas envie de l'accélérer, j'ai pas envie de le freiner.
Après, il y en a qui traînent la patte, il faut un peu les pousser. Mais globalement, je préférerais avoir une classe de 26 gamins qui tournent avec 26 cours, pas à la même période, en fait. Parce que l'apprentissage, le fait d'égaliser tout le monde, là, je supporte pas. Ça, c'est un autre point que j'aime pas du tout. C'est de les faire avancer au même tempo. Les super forts, ils s'ennuient, et les faibles, ils traînent la patte, en fait. Et tu dois tout le temps avancer comme ça, un tempo. Et j'ai vraiment du mal, donc, avec un cours linéaire. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu montes ta première boîte? Ça se passe comment? Alors, là, je mets un peu de temps dans le livre. Vraiment clôturer. Prendre un peu de temps aussi pour analyser, recadrer un peu l'ouvrage. Parce que l'ouvrage de départ, c'était vraiment plutôt un guide pédagogique. Et là, on l'a tourné plutôt en mode... à la fin, il y a une partie, si tu veux essayer de changer l'école, voilà des pistes. Après, libre à toi de les prendre ou pas. Et puis, il y a toute une partie plutôt pour les parents, pour justement essayer de lever le pied sur certains points que je trouve problématiques par rapport aux méthodes actuelles du gros-drill ou du... c'était vraiment plutôt orienté pour la parentalité, pour apprendre autrement, quoi. Sans être dans les trucs en mode frontal que je supporte pas, quoi. Et donc j'attaque le livre, on clôture le livre, et puis sortie du livre, c'est Covid. Donc c'est sorti, je pense, le mardi, je crois que c'était un mercredi que ça ferme, ou l'inverse. Soit ça s'est hyper mal goupillé. Donc ouais, ça a fait un peu un flop. On a vendu quand même plus de 1000 sur 3000 en impression, et donc c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus ce que j'espérais. J'espérais quand même que ça soit un peu plus vendu et distribué côté Belge et France. Et puis ça s'est passé comment? Le switch, donc en plus de faire un site et d'avoir monté les écoles, avant ça, en fait, j'ai refait grande école pour apprendre, en fait, en une année. Ça s'appelle Solvay côté belge, mais c'est création croissance d'entreprise. Donc là, j'avais fait un truc assez théorique, mais sur un projet concret qui était un espèce de Doctolib. Et ça, là, c'était assez sympa parce que j'ai enchaîné avec un startup week-end et j'étais dans le top 3, alors que je venais de nulle part. Donc je me dis, bon, ça va, pas trop mal. Et ce projet-là, donc en fait, il y a eu un peu de presse par rapport à ça. Et je me suis fait repérer par une startup qui bossait sur la même chose, mais en bien-être. Donc en vrai, réserver des massages, etc. Et voilà. Et en fait, le fondateur de cette boîte-là, c'est devenu un pote. Et d'abord, j'ai travaillé un peu pour cette boîte-là, plutôt en opération, justement pour essayer de dérouler, parce qu'il y avait quand même pas mal de problématiques. Parce que, en fait, il fallait des clients et il fallait des centres de bien-être, etc. Et les centres de bien-être faisaient pas du tout la promotion de l'app. Et les clients, eux, ils allaient sur l'app, ils prenaient un centre et basta. Et donc, on avait vraiment un problème pour grossir les deux bases de données, en fait, et les deux utilisateurs. Mais soit, c'était quand même hyper enrichissant pour moi, parce que c'était première expérience startup. Et donc, 5-6 ans après, donc, je recontacte ce gars-là, et puis je lui dis, ouais, j'ai envie de monter une boîte et de me faire incuber à technologie sur Lille. Et puis, lui, il me dit, let's go, je connais ta dynamique, et on est parti, quoi. Et donc là, on cherche une idée, on commence à bosser sur un truc qui s'appelait Câblage. Et Câblage, c'était une app pour regrouper, en fait, toutes tes infos sur la maison, donc de l'énergie à l'eau, en passant par ta box. Vraiment mais même plus que ça, en fait. C'est vraiment les entretiens, les codes couleurs de tes murs, vraiment pour avoir une espèce de box maison. Et puis on monte ce truc et on se rend compte que ça va être 10 fois trop compliqué à monter, parce qu'il faut éduquer, parce que tout le monde va se dire, ouais, mais ça existe déjà, ouais, sauf que tu as besoin de 15 apps différentes pour faire le truc. Et donc, c'est un peu tombé à l'eau. Et en fait, en faisant le design de l'app, je fais un design sur Figma, et je fais le design de Câblage. Et en fait, en faisant le design, je me dis, ah ouais, ce serait trop cool pour faire un truc sur... parce qu'en fait, on était un peu en mode Notion au départ, il y avait beaucoup d'emojis et tout ça. Et en faisant les emojis, je me dis, ce serait trop cool de faire une app sur les émotions. Et voilà. Et là, c'est le début de l'idée de mon premier truc, c'était Kiligi. Et donc, c'était de me dire, on fait un réseau social où on partage ses émotions, et il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de photo, il n'y a que des emojis, du texte. Donc là, j'ai dit à Geoffroy, je dis, en fait, j'ai un projet qui m'inspire plus. Câblage, je le sens pas, ça va être trop compliqué à monter. Et j'ai envie de me lancer là-dessus, est-ce que tu me suis, quoi?
Il me dit, ouais, ton projet il défonce, mais c'est un projet de cœur, ça va pas faire d'argent, c'est dangereux, va pas sur ça, non, non, non. Et en fait, je l'écoute pas. Et je me lance à fond et je pars comme un furieux en mode Cofidis. Je vais chez Cofidis. En plus, je suis même pas monsieur crédit, moi. Enfin, ma baraque, elle a pas de crédit, ma voiture, elle a pas de crédit. Et là, pour une boîte, je me dis, je fais le dingo. Je pars sur une boîte avec Cofidis. Enfin, il y avait quand même moyen de faire mieux. Ah, si c'était à refaire. Ben, soit. Voilà. Et du coup, là, donc, on se retrouve, je crois, en mai. Et j'accélère tout en juin. On arrive avec une petite app qu'on teste tout l'été sur des jeunes pour voir est-ce qu'ils ont envie de partager leurs émotions déjà. Et oui, vraiment. Et donc, en fait, ça marchait. Tu devais dire ta météo du jour, puis qu'est-ce que tu as comme émotion, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu es en train de vivre, avec une petite phrase en 2 lignes, quoi. Et puis tu partageais, soit avec ton vrai identifiant, comme ça tes copains le savent. En vrai, là, tu as plutôt ouais, j'ai réussi mon permis de conduire, super, j'ai une nouvelle copine, nanana. Ou dans l'autre sens, en mode anonyme, tu avais ouais, non, je vais pas bien, j'ai envie de me foutre en l'air. Donc ça partait vraiment dans tous les sens, avec une modération super forte. Donc ça, c'était vraiment le premier projet où j'étais seul, où je devais tout porter de A à Z, puisque je travaillais avec des freelances sur une agence qui codait, mais tout le reste, c'était moi, quoi. Ça a pas mal fonctionné, parce qu'on a quand même 25 000 utilisateurs. Mais financièrement, pas bon. Les calculs sont pas bons du tout. Et là, je décide de pivoter et d'aller sur les écoles et de vendre ça en collège-lycée. Parce que, en fait, l'app, elle marchait très très bien pour repérer les élèves qui allaient pas bien. Et à chaque fois, c'était une problématique qu'on avait dans Kiligi, c'était de se dire, OK, on a repéré qu'ils vont pas bien, mais on fait quoi? Donc déjà, à cette époque-là, on faisait de la redirection vers la maison des ados, vers les plannings et des choses comme ça. Mais on n'avait pas d'impact, on n'avait pas de poids, parce qu'ils ne nous écoutaient pas, quoi. Enfin, on leur disait, non, mais là, enfin, en modération, déjà, c'est méga chaud. Et après, comment tu arrives à pousser ça sur les jeunes réellement? On ne pouvait pas contacter leurs parents, donc on avait quand même beaucoup de mineurs, donc c'était vachement chaud hein, comme projet. Et donc là, c'était aussi très cool de passer par les établissements scolaires, parce que ça faisait, on cadrait qui arrivait dans l'application, donc on ne devait plus commencer à modérer comme des fous pour aller repérer le vieux pervers qui s'était glissé dans le truc. Donc c'était très cool à ce niveau-là. On a vendu, ouais, je sais pas, pour 25 000 sur les 3 premiers mois. Donc on se dit, bon, let's go, il y a moyen de faire le truc. Et puis finalement, non, derrière, on avait de plus en plus de mal à vendre parce que clairement, les écoles, elles n'ont pas énormément de budget. Et la thématique santé mentale, même si c'est un peu à la mode, on n'est pas là de lâcher 5 000 € pour un établissement pour peut-être éviter un drame dans l'école. Ce qui était franchement possible, hein, parce qu'on a quand même eu un des premiers établissements qui a signé avec nous, c'était la gamine, elle a sauté du 3e 1 ou 2 semaines avant de lancer Phil. Donc nous, franchement, on arrivait à vraiment dépister quelle élève allait bien et quelle élève allait pas bien. Du coup, on avait vraiment un chouette truc. Maintenant, c'était financièrement un gouffre, parce que la modération, elle coûte trop cher, il faut des adultes tout le temps pour tout vérifier, tout. Enfin, on avait Bodyguard, c'est des Français, une IA française qui fonctionnait bien, qui dégrossissait, mais n'empêche qu'il fallait être toujours vigilant, et le truc il tourne 24/24, quoi, même pendant les congés, donc c'était aussi ce que l'école achetait. Donc ouais, chouette deuxième gros projet, et là l'avantage, c'est d'être en relation avec les établissements scolaires. Et là... Ouais, c'est ça, t'as quitté les institutions, mais en fait, Je suis revenu. T'es revenu. T'as du mal à... Oui, donc c'est sûr. J'ai toujours beaucoup d'idées pour l'éducation, normal. Enfin, j'ai toute ma carrière là, donc je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Ouais, tu connais bien en plus. Ouais. Mais après, je suis un créatif, hein, donc je dois aussi me freiner pour pas aller faire un truc qui est carrément hors scope. Mais en vrai, câblage, rien à voir avec mon profil. Et du coup, Phil, c'est arrivé juste après. Et là, c'est Phil déjà. En fait, Kiligi et Phil, c'est pareil. Sauf que Phil, c'est la même chose que Kiligi, sauf qu'il y a un dashboard côté établissement qui permet de faire des renvois. Et donc, nous, derrière, on envoie en fait des élèves. En fait, avec l'élève, c'était assez simple. On leur disait, OK, on a vu que tu vas pas bien. Nous, on sait, c'est cool. C'est déjà bien d'oser nous faire confiance et de nous le dire à nous. Mais on peut pas être 2, on doit être 3. Donc, qui on met dans la boucle? Est-ce qu'on met... dis-nous qui dans notre établissement, ou la maison des ados, ou le planning, ou etc. Mais on doit être 3. Et en fait, à chaque fois, notre mission, c'est de ça. Mais à chaque fois, il
faut négocier, enfin, ça passe pas tout le temps, quoi. Il y en a, ils disent non, mais moi, je veux rien dire à personne. Et c'est ça la difficulté aussi de la plateforme, quoi. Et puis derrière, souvent, donc, quand ça parle avec l'école, là, c'était très, très cool. Parce que l'école, derrière, ils ont le lien, il y a un éducateur qui vient. Ou le CPE, enfin, peu importe. La personne de confiance qu'ils avaient, ils discutent avec, et puis il y a une prise en charge, puis c'est expliqué à la famille ou pas. Et, donc, c'était assez efficace, en fait. Ouais. Mais ça a un coût. Ouais, du coup, le projet n'était pas viable financièrement. Et donc, tu montes un troisième projet. Ouais, du coup, là, financièrement, carnage. Ah ouais, à ce point-là ? Ouais, carnage. Ouais, enfin, moi, j'ai 100 000 euros de dette, quoi. Vraiment, en fait, 2 fois 50. Donc, clairement, carnage. Ça fait 2 000 euros de crédit, là, maintenant. Et l'avantage, c'est donc en lien avec les directions. Et en fait, un peu synchronicité, là, du mois de mai, où j'ai plein d'échos en une seule semaine on en a ras-le-bol des smartphones, nanana. Et en fait, ça me percute quand même. Ça me percute vraiment. En plus, je connaissais donc Yonder, donc les pochettes des Américains. Et là, je me dis... donc, ça existait déjà aux États-Unis. Oui. En fait, moi, je l'avais connu vraiment au démarrage. C'est un projet que j'aimais bien au démarrage. Puis je m'étais dit, cool. Tu peux expliquer un petit peu le coup de la pochette ? La pochette, donc c'est une pochette assez grosse qui permet d'avoir n'importe quel smartphone dedans. On glisse le smartphone à l'intérieur et puis on verrouille magnétiquement. Donc c'est la même technologie que chez Kiabi, c'est de l'antivol, les capsules qu'on met pour éviter de voler les vêtements. Et une fois que c'est verrouillé, on est obligé de passer en fait sur une base magnétique et la base en fait elle va ouvrir la pochette. Donc le matin ils arrivent dans l'établissement scolaire, ils glissent dedans, ils verrouillent. Alors ça dépend de l'établissement scolaire, il y en a qui vont demander de le faire devant eux ou de montrer qu'on a fermé sa pochette. D'autres, ils surveillent pas et ils font confiance aux élèves, ça dépend un peu de l'établissement. Et puis à la sortie, on déverrouille. Et en lycée, là, il y a des bases aussi à l'intérieur de l'établissement et pas uniquement à la sortie. Enfin, même au collège en fait, mais encore plus au lycée, parce que le prof il va utiliser le smartphone dans la journée, donc là il déverrouille il prend une base, il déverrouille dans la classe et verrouille à la fin de l'activité. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un usage maîtrisé du smartphone sur tout le parc scolaire, y compris cours de récréation. Donc ça tombe plutôt bien parce que donc ça c'était mai 2024. En septembre 2024, en Belgique, ça devient interdit. Donc le timing hyper bon avec la Belgique. Il y a eu un momentum, quoi. Ouais. T'es arrivé, t'étais là au bon moment et t'étais tout seul. Tout seul. Et la deuxième rentrée, momentum, la même chose en France. Donc on enchaîne 2 fois de suite. Donc on est passé en CA, je sais pas, on a fait un truc de fou, quoi. Déjà en juin, je vends 5 écoles comme ça, en démarrage direct. Ça fait quoi 5 écoles ? Ça fait combien de pochettes ? 5. Alors c'était pas 5 grosses, mais ouais, ça fait, on va dire, un petit 4000 pochettes pour commencer. Donc c'était très très cool. Très bon signe en fait qu'il y a quelque chose à faire en tout cas. Et puis là, cette année, on est passé à plus d'une centaine d'établissements pour cette rentrée-ci. Ça fait combien de pochettes en tout ? Un peu plus de 50 000. 50 000 pochettes, oui. Donc là, ça commence à bien dérouler. Donc deuxième rentrée. Et ce qui est très très chouette aussi, c'est de voir la deuxième rentrée, on n'a pas tant que ça de retour. On a des écoles qui vont recommander parce que les sixièmes, il y a des nouveaux sixièmes qui arrivent. Donc il faut recommander un petit stock aussi. Donc il y a une récurrence. Alors la récurrence, elle n'est pas folle. Parce que c'est qu'une partie des collèges. Le but, c'est que la pochette, elle tienne quand même 3-4 ans. Nous, de toute façon, les garantit 2 ans. Mais le momentum 2 fois. Et donc, on fait Educatech l'année dernière où je suis tout seul, avec un monde de fous. On a même eu une RH de la Poste qui disent non, mais nous, on le veut aussi pour les centres logistiques parce qu'avec les adultes, il y a aussi beaucoup de problèmes. Ah bon ? Ouais, non, mais c'était assez fou parce que, effectivement, le scolaire, il y a une grosse douleur. Donc, clairement, le scolaire, c'est le marché le plus porteur. Mais il y a aussi eu Yonder avait fait son marché sur du scolaire et sur de l'événementiel. Ils ont eu Madonna, ils ont eu des gros artistes qui ont utilisé les pochettes pendant les concerts, avec des avantages et des inconvénients. Ah, ça tu utilises pendant des concerts aussi ? Ouais, ne plus utiliser les smartphones pendant les concerts. C'est-à-dire à l'entrée des concerts Ouais, tu reçois ta pochette, tu mets, tu glisses. Nous, en fait, ici, on a... Mais comment on fait pour filmer Madonna, alors Tu la filmes pas. D'accord.
Ouais, et puis ça demande plus de personnel, donc ça a un coût, donc ça augmente le coût des billets, ça fait des files à la sortie parce qu'ils n'avaient pas mis assez de base. Enfin, c'est une organisation, ça s'improvise pas comme ça, surtout sur de la grosse salle. Enfin, quand tu attaques du Zénith, il faut pas mal de base et pas mal de personnel pour déverrouiller la sortie, autrement ça va faire un bouchon. Et ouais, moi je suis resté hyper focus sur le scolaire. Après, on a quand même eu Damso. C'était trop drôle, parce que c'est pas du tout prévu. Et là, c'était donc des séances d'écoute à l'avance pour les fans, pour écouter l'album avant la sortie. Du coup, il y avait quand même un enjeu, c'était pas de fuite. Oui, bien sûr. Donc là, je me dis, wow, ça va quand même être costaud. Mais comment tu les démarches, ces gens-là? Ils sont venus vers moi. Donc là, c'est assez Mais ils magique. te connaissent d'où? Ils se renseignent sur les pochettes? À mon avis, en fait, quand il y a une douleur ainsi, les gens cherchent bien. Après, sur Google, on trouve assez facilement. Le No Phone, en plus, la marque, elle est assez simple à reconnaître. Et ouais, donc là, vraiment, en fait, on a eu Damso. Là, cette année, on a Universal, on a Sony. Moi, par exemple, j'ai 4 enfants. Je pourrais dire, je pourrais être un client, tu vois. J'ai une base à la maison, je lock la base, je sais pas comment on fait. Ouais. Mais, et puis je dis aux enfants, ouais, dès que vous rentrez à la maison, vous mettez votre téléphone dans la pochette. Comment ça se passe? Ça pourrait être le cas, non? Un truc grand public. Ouais, pas avec la même techno. En fait, là, c'est de l'antivol, donc on peut pas le vendre aux particuliers. Parce que ouais, des parents, depuis 2 ans, j'ai beaucoup de mails de parents qui me disent non, mais nous, il nous faut des pochettes à la maison. Déjà, est-ce qu'il faut vraiment une pochette? Pas sûr. Un panier, ça peut être cool. Une boîte aussi. Donc pour l'instant, on n'a rien fait en B2C. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais bien le faire. Sauf que voilà, j'ai peur de me Enfin, il faut vraiment rester focus sur. Là, il y a un vrai marché, il y a un vrai momentum. Ouais. Et donc, je reste très, très focus là-dessus. Mais clairement, il y a un. Puis il y a les institutions, Oui, c'est ça. ça marche Puis, énorme. ce qui est hyper intéressant, c'est de passer par les écoles. Et après, peut-être passer par les parents par la suite. Je crois que l'école, c'est vraiment, il y a la masse. Et 2, en fait, il y a vraiment la partie éducation aussi qui va avec. C'est pas, je vends pas de la pochette pour vendre de la pochette, quoi. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir une espèce de culture du numérique qu'il faut changer, en fait, parce que là, elle est quand même vachement problématique. Les usages, ils sont quand même complètement démesurés. Alors, il y a une grosse partie qui va diaboliser. Alors, j'ai beau m'appeler no phone, je suis pas du tout no phone. Moi, je suis vraiment pour le phone même, mais l'utiliser correctement, ce qui est loin d'être le cas. Donc, il y a vraiment toute une partie d'éducation aussi à faire. Il y a tout le temps le débat. Là, je voyais un débat il y a 3 mois là. C'était éduquer ou interdire. Et en fait, pour moi, il n'y a même pas photo. C'est éduquer et interdire. Parce que là, il y a le feu, donc il faut interdire. Et après, quand il n'y aura plus le feu, on n'aura peut-être plus besoin de l'interdiction. Mais là, pour l'instant, il y a quand même de quoi. Enfin, dans certains établissements, il y a un vrai souci, quoi. Et quoi qu'on dise. Alors, il y en a qui vont se mettre aussi des œillères en se disant, ouais, nous, ça va, on gère. Ouais, peut-être en privé, parce qu'ils ont beaucoup de surveillants, etc. Mais il y a des écoles publiques, c'est une galère. Là, j'ai 400 devis en attente du public, parce qu'il n'y a pas de budget, mais ils ont le besoin. Parce qu'ils ne savent pas être vigilants partout. Puis, c'est pas gai de jouer le gendarme toute la journée. Ils s'amusent pas, là, les adultes. Et du coup, ouais, il y a un vrai truc à faire. Et pour en revenir donc aux parents, pareil. Je crois la case école va faire du bien, et après 2, la deuxième étape serait d'aller sur les parents. Ouais, parce qu'on est un petit peu dépourvu quand même vis-à-vis des smartphones. Les jeunes ont un téléphone de plus en plus tôt. Et puis on sait pas quoi faire, quoi. Oui, et puis les messages, il y a aussi beaucoup de contradictions. Il y a vraiment un truc de diabolisation qui fait peur. En fait, c'est un sujet de tension dans beaucoup de familles, parce que le cadre, il n'est pas très présent. Là, en fait, on a donc la première mission de No Phone, c'était effectivement d'équiper les écoles, d'éteindre le feu. La deuxième, là, qu'on est en train de mettre en place et qui va dérouler ici cette année, c'est de s'occuper aussi un peu des parents, justement. Donc d'avoir un documentaire. Donc là, on a tourné un documentaire avec Fred de C'est pas sorcier, et avec tous des experts français, expertes, pour justement donner un mode d'emploi correct, sans diaboliser, mais pas en étant non plus en mode tyran pour autant, mais juste remettre le smartphone à sa place avec un cadre, et comment
on fait concrètement dans sa famille pour essayer de maîtriser l'engin. Et du coup, t'en es à ce stade-là. Donc, 2024, t'es seul sur le marché français, belge, européen, on peut dire? Non, en Europe, en Europe, c'est quand même hyper particulier parce que tout est assez fragmenté. Donc, pour aller repérer les concurrences, il y en a, mais il n'y a pas vraiment de leader. Yonder, c'est pas trop attaqué à l'Europe. Un, parce qu'ils sont très chers, et deux, en fait, ils ont principalement attaqué Royaume-Uni et ils se sont plus ou moins arrêtés là. Ils poussent pas trop. Enfin, voilà, après, les écoles de France qui ont fait la demande, à mon avis, ils sont équipés. C'est souvent du privé qui ont vraiment beaucoup de moyens. Parce que, ils sont quand même vachement plus chers. Et dans les autres pays, ça commence aussi à arriver. Donc là, le timing, il est vachement bon, même pour l'Europe, quoi. Ouais, parce que moi, je t'ai rencontré au mois de mars. Et là, c'était en train d'exploser. Alors, je me rappelle, tu étais en train de faire des cartons, tu recevais des pochettes, tu devais les livrer. Et puis là, tu passes de patron de petite boîte à boîte en hyper-croissance en un laps de temps très, très court. Comment est-ce que tu fais pour négocier ça? Parce que t'as pas les ressources, quoi. T'as pas le temps de tout faire. Comment tu fais? Alors, en fait, il faut prioriser. C'est mon plus gros boulot. Donc, des nombreuses listes de tâches. Et puis, en fait, quand tu vois la liste, tu dis non, en fait, tout ça, je vais pas savoir faire. Donc, je fais quoi en prums? Qu'est-ce que je cut? Et c'est ça tout le temps. En fait, là, je fais ça depuis plus de 6 mois. C'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais pas faire, qui j'engage. Et puis voilà, il a fallu gérer parce que effectivement, de mai 2024 à juillet 2025, c'est gérer la vente, gérer le site. J'ai vraiment géré tout de A à Z. Bon, après, j'avais pris 2-3 petites missions avec des freelances à droite à gauche, mais c'était en mode bout de ficelle parce que j'avais pas de budget, parce que je venais de cracher 2 boîtes aussi. Donc le but, c'était vraiment de bootstrapper, de réussir à faire une boîte en bootstrapant. Et ça s'est plutôt bien passé. En fait, après juin, là, ça explose vraiment. Et là, je me dis, non, tout seul, c'est juste ingérable. Là, je suis en train de me cramer. Toutes mes routines complètement éclatées. On en parlera. Ça, c'est même pas la peine. Et puis, c'est comment tu retombes sur tes pieds par rapport à ça et qu'est-ce que, en priorité, je dois déléguer pour me relâcher du temps et sortir la tête du guidon. Donc là, en gros, l'avantage, c'est qu'après, on tombe juillet-août, où c'est un peu plus calme. Enfin, quoique jusqu'à la mi-juillet, et puis re-15 août, c'est reparti. Donc, il y a quand même un battement pour souffler, pour se dire comment je structure ça. Et puis là, depuis septembre, c'est engager des freelances, commencer à mettre des opérations, à structurer les process, à déléguer aussi. Donc maintenant, j'ai une assistante, j'ai un logisticien. Enfin là, je me suis bien entouré. Donc il y a Andy qui est en SAV, Magda qui est en vente. Alors pour l'instant, c'est 1 jour semaine, mais l'idée, c'est de pouvoir aussi gérer le flux, puisque c'est un business qui a vraiment une saison, puisqu'on vend beaucoup plus en fin d'année scolaire que cette période-ci, par exemple. Donc voilà, il y a une flexibilité aussi à avoir et pas commencer. J'ai peur aussi de refaire les bêtises, d'engager trop vite, etc. Donc là, je suis plutôt en mode, j'avance, je structure l'équipe avec des freelances. Puis en même temps, il y a une course derrière quand même. Il y a une course parce que là, la concurrence, elle arrive. Donc là, je vous ai parlé tantôt là, d'Educatech. L'année dernière, j'étais tout seul. Ici, on est 5. Donc là, il y a il y a du monde qui arrive parce qu'on a vu l'opportunité de marché. Le marché, il est énorme. Donc il faut aller vite, c'est ça? Donc il faut aller vite, clairement. Donc il faut du cash? Donc il faut du cash. Et comment tu... Alors, mon objectif, en fait, c'est ça qui est assez fou. Donc quand tu m'as connu, j'étais en mode... Je veux être tout seul, je veux avoir que des freelances. Je fais des cartons, je fais des livraisons. Je fais un max tout seul et comme ça j'ai un max de cash et puis on voit ce qu'on fait. Sauf que ça, c'était hyper dangereux parce que j'allais toller la boîte parce que c'est ingérable. Franchement, cet été, c'était quand même vachement chaud parce que t'es content aussi d'avoir vendu beaucoup en juin, mais après, en septembre, il faut délivrer. Et là, tu te dis, ouf, heureusement que j'ai prévu un peu le coup avec le logisticien pour dégrossir et pour pas devoir aller livrer moi-même avec ma petite camionnette dans toute la France, quoi. Parce que on a livré du Monaco, alors que la boîte, elle est à Lille, donc c'est quand même costaud.
Et ouais, donc il a fallu déléguer très très vite. Et du coup, en fait, c'est justement, en fait, tes routines, elles valsent, tes appuis et tes repères, ça valse. En fait, t'es dans un espèce de chaos qu'il faut réussir à structurer hyper vite. Donc, d'office, des conneries, tu vas en faire. T'essayes d'en faire le moins possible. Et puis, de te réaligner à chaque fois par rapport à la réalité du marché. Là, la réalité, là, j'ai fait du Catech. Tu te dis, bon, il y a beaucoup de concurrents qui arrivent. Si je reste comme ça, juste avec mon petit plan que j'avais en tête, dans 3 ans, je suis plus là, quoi, parce que je vais me faire dépasser. Donc, est-ce que je lève ou pas? Et en vrai, la question, il y a la réponse directe, c'est tu es presque obligé de lever, quoi. Après, c'est combien? Est-ce que tu fais vraiment une très très grosse boîte où tu restes avec une maîtrise plutôt en mode start-up avec une dizaine de personnes? Et voilà, moi j'ai quand même envie de rester dans quelque chose qui soit très très réactif. J'ai pas envie d'aller monter une énorme boîte. Et donc c'est comment on structure, on automatise pour avoir le moins d'humains possible et le plus de flexibilité possible et d'être hyper réactif, quoi. Parce que c'est ce qui me plaît aussi. Là, j'ai vu que tu cherchais un CEO. Ouais, en structuration. Parce que ouais, moi je suis plutôt le créatif qui a 10 000 idées. C'est ta zone de génie, ça? C'est vraiment... Ouais, ma zone de génie, elle est vraiment là. Et même pas que dans l'éducation. Parce que, en fait, moi, au lieu de regarder une série Netflix, je vais m'amuser à monter une boîte rien à voir. Juste pour le kiff. Je vais faire un logo. De tous les trucs qui servent à rien, mais c'est juste, ça m'amuse d'inventer des concepts et de le pousser un peu plus loin que l'idée de base, quoi. Mais ouais, non, là, il y a un vrai défi de structuration de boîte et d'avoir un profil beaucoup plus carré avec une expertise plus grande que la mienne. Quelqu'un qui fait des process, quoi. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus structuré et qui a l'habitude de faire ça à plus grosse échelle sur des startups qui ont cartonné. Parce que là, il me faut une bonne petite team de compètes parce que le projet, il est compète. Le marché, la profondeur, elle est quand même gigantesque, hein. Enfin, il y a 8000 établissements en France, en collège-lycée, et ça, c'est juste en France. Donc, il y a un vrai truc à faire. J'aime bien poser une question qui met un petit peu mal à l'aise. C'est... on a rendez-vous dans 3 ans et t'as craché ta boîte. Mm-hmm. Pourquoi? Pourquoi j'ai craché ma boîte il y a 3 ans? Mais il y a la réactivité. Vraiment, là, il faut que ça aille vite. Mais ouais, il y a vitesse. Enfin, il faut un juste milieu entre cette vitesse et précipitation. Ouais, il faut trouver le juste milieu, ouais, c'est ça. Après, c'est sûr, il va y avoir des couacs, mais jusqu'où tu vas dans le couac, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que ta zone de génie, c'est aussi résoudre des problèmes, non? Ouais, je crois que quand tu es entrepreneur, tu dois avoir une capacité déjà à encaisser les... Du coup, gérer la levée de fonds, c'est ça? Gérer les livraisons, j'ai vu passer un post LinkedIn où tu disais que tu avais quelques milliers de pochettes qui étaient coincées. Ouais, c'est ça, en fait, mais c'est non-stop. T'attends les livraisons, quoi. Ma femme, elle me dit, mais comment tu sais de prendre autant de râteaux sur une semaine? C'est juste hallucinant. Mais en fait, je crois que c'est une partie c'est de savoir encaisser ça. Et en fait, elle parle d'encaisser, moi je l'encaisse même pas, en fait. C'est que ça m'impacte pas trop. Enfin, moi, je peux avoir 15 000 euros de colis au Maroc et dormir tranquille. Enfin, c'est pas... Je sais que je sais rien faire. Enfin, tant que j'ai envoyé mes mails, mes pièces jointes, etc., que j'ai fait ma tâche, je me dis, bon, let's go, j'ai fait ce que je pouvais, là, je sais plus rien faire, quoi. Donc, il y a une partie aussi, je crois, ton stress, en tout cas pour moi, mon stress, en fait, il part très vite quand je sais que j'ai fait ce qu'il fallait pour résoudre la problématique. Et après, si le problème, il est encore là, tant pis, là, je sais rien faire. Et j'arrive à dormir tranquille grâce à ça. Et je crois que c'est ça le switch entre un entrepreneur et ceux qui ne le sont pas. Enfin, par exemple, mon père, il me dit, mais je sais même pas comment tu fais, je tiens pas 3 semaines comme ça. C'est parce qu'effectivement, tu as des colis qui sont bloqués, parce que, je sais pas, il y a tout le temps quelque chose, en fait. Enfin, ici, la période est le plus calme, mais en période de rush, c'est quand même hardcore, quoi. Ouais, et puis bon, c'est vrai que ça simplifie de déléguer, mais il y a d'autres problèmes aussi. Ouais, c'est ça. Mais après, en fait, avec une petite équipe, je crois que tu n'as pas vraiment de problème. Après, peut-être tu peux mal recruter. Là, l'avantage, c'est que je suis en freelance, donc, et je suis tombé sur des pépites, donc c'est trop cool. Après, on verra après le recrutement comment ça se passe. Mais le but, c'est justement, mon CEO aussi, en plus d'avoir le côté hyper opérationnel, a quand même aussi des flèches en RH et qui a déjà aussi une expertise. Voilà, c'est de m'entourer
de gens plus compétents que moi, quoi, sur toutes les thématiques. Moi, je sais tirer, donner beaucoup d'énergie, donner beaucoup d'idées, débloquer les situations, etc. C'est vraiment ça ce qui est intéressant pour l'équipe. Et puis derrière, c'est tout ce que moi, je sais pas faire, en fait. Mais là, d'office, en tirant pendant 1 an et demi, seul, d'office, je suis un peu multitâche. Mais n'empêche que j'excelle pas. Donc, il faut avoir des pépites dans chacune des branches. Et du coup, tes routines, tes routines, comment tu fais? Les routines d'il y a 15 ans ou de... Non, j'imagine qu'elles ont évolué, c'est vrai. C'est qu'elles sont... tout est hyper chamboulé. Comment tu fais pour garder une structure alors que déjà, tu es sur les routes, beaucoup. Comment est-ce que tu arrives à garder des routines avec ça? L'avantage, c'est que j'ai pas de switch d'horaire, un décalage horaire. Pas encore, pour l'instant. Le pilier, c'est mon sommeil. En vrai, ça l'a toujours été. C'est vraiment essayer de faire un 23-6 minimum, 23-7 si c'est possible. T'avais une Oura Ring aussi avant, non? Oui, la Oura, elle est là-bas. Ça t'a aidé pour traquer un petit peu ton sommeil? Ouais, ça m'a réconforté aussi parce que... Mais elle est gentille, la Oura, quand même. La Oura, elle est gentille. J'ai une Samsung Watch encore plus gentille que la Oura. Ah bon, c'est vrai. Et ouais, j'ai Whoop aussi. D'accord, je l'ai renvoyé la Whoop. Ouais, j'ai vraiment traqué le sommeil, mais j'en ai pas besoin. En vrai, le sommeil, je suis réglé. Ça fait tellement longtemps que je fais gaffe. C'est juste qu'il faut que j'arrive à tenir ces horaires, ce qui n'est pas toujours simple. Mais, parce que tu fais beaucoup de déplacements entre la Belgique et la France, du coup, et Paris. Oui. Ouais, là, je jongle, je fais le Bruxelles-Lille, Paris, je la connais par cœur. Et là, maintenant, juste pour me poser, maintenant, j'ai un appart sur Paris, parce qu'en fait, je me déplaçais tellement qu'il faut quand même un peu... que là, j'ai mes affaires, je ne dois pas à chaque fois tout. Parce qu'à chaque fois, je bougeais tout le temps, d'hôtel en hôtel. Tu te dis, ouais, c'est bon, ça va être un peu compliqué. Parce que au début, bout de ficelle, donc tu essayes d'économiser sur tout, mais ta qualité de vie, elle est complètement déroutée. Ah, tu payes, ouais. Donc, l'impart sur Paris, ça s'imposait. Et puis après, les routines, en tout cas en alimentaire, c'est pas si simple. C'est là où il y a plus de chamboulements. Parce qu'en vrai, quand t'es instit, tu fais ton 7-16, puis t'es chez toi, avec tes petites recettes tranquilles. Ici, je suis tout le temps un peu dans l'urgence. Donc là, en ce moment-là, je suis pas OK, en fait, avec... parce que quand je suis en Belgique, ça va, parce que là, on est en mode Hello Fresh, donc c'est les box repas où tout est prêt. Donc d'office, tu as au moins 5 repas hyper corrects sur ta semaine. Puis le reste, tu complètes quand tu as le temps. Mais quand je suis à Paris, c'est moins. Je suis plus au resto, où c'est plus vite, des trucs un peu à la ramasse, quoi. Donc clairement, et ça, il faut retomber sur tes routines. Déjà là, en fait, ce que je peux améliorer, ce serait faire 1 semaine sur Paris, 1 semaine en Belgique et pas me laisser emporter. Enfin, savoir dire non pour pas venir n'importe quand à Paris, parce que là, je jongle vraiment entre les deux. Donc c'est un peu plus compliqué que de se dire, semaine A, je vais à Paris, semaine B, je reste en Belgique et je calque tout l'agenda comme ça. Donc ça, c'est ma mission sur 2026. Ouais, donc le sommeil, donc t'as des routines de sommeil ou tu te mollis et hop, tu t'endors tout de suite? Non, j'ai pas spécialement de routine. J'essaye. Les écrans, c'est un vrai sujet pour moi. Ouais, vraiment. Après, le mail, etc., tout ça, je back. Oui, en fait, non. Parce que si je suis pas tranquille avec un truc, il faut que je le fasse. Autrement, là, je vais pas bien dormir. Donc ça, j'essaye de... Je préfère me dire, demain, j'ai ça, et vraiment en prior pour me détacher de ça, être tranquille et pas du tout cogiter. Je vais dans mon lit, je m'endors direct. Que rester en suspens avec un sujet, ça me va pas trop. Donc ça, c'est presque obligatoire à chaque fois. Mais non, je n'ai même pas spécialement de routine. Quand je suis sur Paris, là, j'ai la chance d'avoir un sauna. Donc là, je me fais le sauna. Et quand je suis au village, là, j'ai la chance d'être au calme et de balader avec le chien. Donc c'est des routines hyper basiques. Ouais, t'arrives à récupérer, en fait, entre... parce que j'ai l'impression, une boîte en hypercroissance, d'un côté, il y a des jours où t'arrêtes pas, non-stop. Et en même temps, de l'autre côté, t'as ton petit village en Belgique. Ouais, c'est ça. Et j'arrive à équilibrer avec les deux. Et donc, en fait, c'est assez fluide. Il y a juste là, comme c'est un peu dans l'imprévu, parce que, je sais pas, je dois venir pour la presse, ou parce que je dois avoir une école, ou des choses comme ça. Donc, il y a des choses un peu imprévues qui me pètent un peu
la routine. Mais ça, c'est plus moi avec le fait que je dise pas non. Et ça, je dois apprendre vraiment à dire plus non, parce que autrement, ça me fatigue. Mais les routines, ouais, non, sont assez basiques, quoi. Et l'alimentaire, c'est vraiment le plus gros des problèmes. Je trouve que quand tu te déplaces, bah, tu perds. Bon, ici, bah, là, maintenant, j'ai l'appart, je suis dans un quartier. Avant, en fait, je bougeais d'hôtel en hôtel, et du coup, en fait, là, t'es complètement perturbé, quoi. Oui, parce qu'en général, ce qu'on te propose dans ce cas-là, c'est des trucs industriels. Ouais, c'est ça. Tu vas à la boulangerie du coin, ou tu prends un truc vite fait un sandwich, et finalement, tu manges hyper mal non-stop, quoi. Mais tu le sens? Ou est-ce que tu manges des trucs, des sandwichs, mais en fait, tu te sens bien? Après, Tu vois un impact? L'impact avec l'alimentaire, ouais, je trouve, j'ai quand même ici, je sens que ça se dégrade un peu parce que justement, j'ai pas fait gaffe, parce que j'ai laissé aller pendant 4-5 mois là où bon, après, j'étais en hypercroissance, donc c'est pas évident de jongler avec tout. Mais ici, j'essaye justement de remanger correctement et éviter de manger n'importe quand, n'importe comment. Ça, tu fais un peu comme tu peux, mais en hôtel, je vois mal. Enfin, quand t'es en hôtel tout le temps, tu sais, c'est vraiment hyper dur d'aller t'équilibrer, quoi. Au mieux, tu fais gaffe au resto que tu choisis et tu vas pas aller au resto full time. Donc, c'est vraiment hyper compliqué pour ceux qui bougent tout le temps en hôtel. Je sais pas comment ils arrivent à faire. C'est hyper. Enfin, perso, je m'en sortais pas, quoi. Parce que soit t'es fatigué, donc tu prends le premier truc qui débarque, et franchement, c'est dangereux. Ou soit t'as encore un peu d'énergie, tu dis, bon, ben, je vais chercher le meilleur resto du coin, nanana. Mais ça te prend du temps, quoi. Donc, et sauf que t'en manques du temps. Donc, il faut Et du coup, c'est quoi tes mauvaises habitudes, alors? Celles sur Mauvaises lesquelles tu dois habitudes. travailler? Bah, il y a pas mal de choses, hein. Bah, l'alimentation. Deux, bah, c'est ma partie sport, en fait, que je néglige. En fait, ça, j'en parlais tout à l'heure, mais t'as le fait quand t'es au village, enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, quand t'es au village, bah, t'es dans la nature, nanana, tu vas promener beaucoup. Or, au village, en fait, c'est l'inverse. Tout est loin. Du coup, en fait, t'as tendance à sortir la voiture n'importe quand. Par réflexe, tu te dis, oh, flemme, j'ai pas envie d'aller. Enfin, moi, la boulangerie, c'est 6-7 km. Je me dis pas, je vais en vélo, quoi. Ouais. Franchement, j'ai pas le temps, en vrai. J'ai pas le temps. C'est pour ça que j'ai du HelloFresh, d'ailleurs. Même HelloFresh, maintenant, on fait les petits-déj, et même les fruits. Donc, enfin, tout ce que je sais faire avec HelloFresh, je le fais. Mais, et du coup, en vrai, je préfère être à Paris. Mon nombre de pas à Paris est beaucoup plus correct que quand je suis au village, ce qui est complètement dingue. Donc, ce serait bien de remettre autant de pas quand je suis au village. Après, j'ai un chien, j'ai un Terre-Neuve qui marche pas beaucoup. Donc, c'est pas lui qui me pousse à faire des sorties hyper longues. Non, en vrai, il marche 2 km et KO. Donc, je peux pas faire grand-chose avec lui. Mais, ouais, donc, déjà, me remettre un peu plus au sport. L'alimentation, essayer d'équilibrer, là avec la part, donc ça va se réguler. Et après, ouais, c'est Coca, le Warren Buffett franco-belge, c'est moi. D'accord. Tu carbures au coca? Je carbure au Coca, ouais. Et pas un peu. Enfin, genre 2 litres. Donc c'est quand même hyper violent. Par jour? Par jour, ouais. Ouais, d'accord. Et alors, en fait, là, j'ai fait un bilan, et je l'expliquais il y a 3 jours à ma fille. Et en fait, je disais que j'avais bu 2 litres, et qu'on m'avait demandé combien je buvais d'eau, et j'avais dit 1 litre, et ma fille, elle me dit, mais jamais de la vie, tu bois 1 litre. Tu bois pas 1 litre d'eau. Au mieux, tu bois 3 verres d'eau sur une journée, quoi. Et effectivement, enfin, je suis hyper déviant sur le sucre. Donc, c'est trop cool que je sois là. Parce que, ouais, je suis vraiment le pire exemple français, je crois, de... Ouais, mais tu crames tout. Ouais. Tu crames tout. J'arrive à l'éliminer. Après, mon pancréas, il va me le faire payer un jour, quoi. Donc, il faut... Ouais, tu sens qu'il faut que tu changes cette habitude. Il y a un moment, il faut que j'arrête de déconner. Ouais, bah, là, c'est déconner sérieusement, même. Et cette habitude, je l'ai pris à l'école, dans les distributeurs... En Belgique, il y a des distributeurs de coca partout. Enfin, à cette époque-là. Et qu'est-ce qui te plaît dans le coca? Qu'est-ce que tu sens? C'est le sucre? C'est la caféine? C'est le sucre et caféine. Et c'est vraiment lié au coca. Hein. Surtout que c'est du coca rouge que tu bois, hein, c'est ça? Ouais. C'est pas le... Et T'as essayé de te mettre au zéro? Ouais. Mais et là, on me l'a conseillé parce que j'ai fait un gros examen la semaine dernière, d'ailleurs, et qui me disait, non, mais switch déjà, si t'arrives vraiment pas, switch sur du light. Et les études montrent que, soi-disant, les édulcorants, c'est pas si mal que ça. Je sais pas. Mais non, en vrai, j'ai même jamais essayé de switcher. Et, parce que, ouais, j'ai cette habitude-là. Donc, j'ai 45 et j'ai ça depuis 15. Donc, ça fait 30 ans. Est-ce que c'est
ta boîte, en fait, qui te fait boire plus? Est-ce que tu vois J'ai une toujours été relation comme ça. entre les deux? Non, c'était pareil avant. Ouais, même en instit, j'ai bu. Ah ouais, d'accord. Donc c'est J'allais pas avec lié. ma bouteille de coca à l'école, quoi. C'est risible, vraiment, c'est ça, quoi. On est allé au restaurant tout à l'heure, c'était trop drôle. Il n'y avait pas de coca. Non, nous ne servons pas de ça ici. Hein. C'est ça. Mais il y a des coca où il n'y a que du Pepsi. Bah, pareil, j'en bois pas. Tu vois. D'accord, Je suis ok. vraiment lié au Coca-Cola. C'est un truc de dingue. Je sais pas boire. Tu reconnaîtrais les deux? Ouais. Ah ouais. Parce qu'il y a une étude qui... c'était quoi? C'était une étude où tu interroges les participants et tu leur dis tu préfères Coca ou Pepsi. Et puis la plupart disent Coca, mais au goût, à l'aveugle, ils préfèrent le Pepsi. Ah ouais, non. Non, tu fais la différence. On peut faire un test. Non, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr et certain. Même entre les différents Coca. Et tu me disais en off que si jamais que tu avais arrêté le Coca, mais du coup après, tu as switché vers le sport. Mm-hmm. Donc il y a quand même un côté addictif chez toi. Un peu. Et je sais pas comment ça se résout ça du coup. Tu vois, parce que là si tu arrêtes le Coca, et ça se trouve tu vas te remettre au sport, mais vraiment un côté addict et maladif, pathologique, quoi. Ouais. Tu vois, parce qu'on peut se blesser avec du sport, parce qu'on peut se maltraiter avec du sport aussi. C'est clair. En fait, c'est trop drôle que je fasse no phone, parce que j'ai un vrai problème avec le téléphone. En vrai, je pourrais faire no sugar, je pourrais faire... je peux dérouler comme ça. Après, j'ai pas de problème avec l'alcool. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ouais, quand tu dis que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un, mais non, j'en ai vraiment pas. En fait, j'ai un problème avec l'alcool, c'est que je le supporte pas. Du coup, en fait, ça impacte mon sommeil. Et du coup, c'est très cool parce que, comme ça, ouais, tu dis ça vaut pas le coup, quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, là, c'était les fêtes. Pareil, hein, j'ai bu 1 ou 2 verres direct. Je suis impacté, mais de fou, quoi. Je m'endors comme une masse, puis je me réveille 2 heures après. On dirait que j'ai fait ma nuit. Je suis au taquet, un truc de fou. Du coup, ça, c'est assez cool. Mais ouais, non, en fait, avec le no, j'aimerais bien vraiment le dérouler pour aider tout ce qui est addictif, en fait, parce que ça pourrait être le jeu vidéo. J'ai joué aux jeux vidéo, pareil. Il fallait que je sois dans le top 100. En online, je jouais comme un fou. Enfin, j'ai toujours eu ça. Alors, c'est une vraie force quand tu es entrepreneur, parce que derrière, tu peux être une machine et arracher plein... Enfin, je fais beaucoup de taf, quoi. Mais de l'autre, c'est hyper dangereux pour toi, ta santé, parce que et ça vient d'où ce côté extrême? Je crois que je l'ai toujours eu. Depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit. Et genre les PlayStation, je crois que mes potes se foutaient de moi. Enfin, mes PlayStation 3, je crois que je les ai vendus, j'en ai racheté 3 fois. En fait, comme je jouais trop, j'étais obligé de vendre la PlayStation. Puis je leur rachetais une quelques mois après. Puis je me remettais, puis pareil, comme j'arrivais pas à me limiter, je revendais. Enfin, c'est vraiment... Ah, tu m'as parlé d'une histoire comme ça, parce que tu as fait partie d'un groupe de musique, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Mais du coup, tu étais addict à la musique aussi. Donc, tu étais guitariste et bassiste, c'est ça? Ouais. Donc ça, c'était un groupe, donc c'était 2005, là autour. Un groupe de rock instru. Donc normalement, tu te dis, commercialement, c'est pas le bon plan. Encore une fois. Mais c'était hyper sympa, parce que là, on a quand même fait beaucoup de dates, en Belgique, en France, en Angleterre. Très, très cool. Et donc, j'ai fait ça pendant pas mal de temps, pendant 2, 3, 4 ans. Donc, on a fait un premier album, et puis un deuxième, qui était plutôt un EP, en format un peu plus court, mais dans un meilleur studio, avec un meilleur son, etc. Puis, grosse tournée. Donc, c'était très cool. Donc, ça, c'était en plus de ma vie d'instit. Du coup, c'était bien chargé. Ça a toujours été chargé, ta vie. Ouais, mais j'aime bien. J'adore ça, en fait. Ouais. Je m'ennuie jamais. Enfin, c'est juste... Mais du coup, t'as pas le temps de tondre ta pelouse, c'est ça? Ouais, là, ça, c'est le vrai problème de là maintenant. Enfin bon, ici, c'est l'hiver, donc c'est cool. Mais cet été, c'était un problème parce que, effectivement, en fait, j'habite dans une maison on a 80 arts, donc quand même, en surface, tu fais ta pelouse en courant, t'en as pour 3 heures, quoi. En courant. Enfin, en traçant. Ah ouais, d'accord. Donc et ça, c'est juste la pelouse. Après, il y a les et ça, c'est la petite partie de la pelouse. Ah ouais, c'est la forêt vierge, en fait, chez toi. Ouais, c'est Bali, en fait.
Et donc, j'ai des voisins qui me disent « Guillaume, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que, pareil, avant, petite vie rangée, où le week-end, je faisais ma pelouse le samedi, nanana, hyper cadré. Et maintenant, le truc, c'est, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» En fait, il fait juste rien. C'est juste ça, le truc. Donc, ouais, il faut aussi jongler avec tous tes déplacements et ton jardin qui t'attend pas, quoi. Pour terminer, j'ai amené ma guitare parce que je voulais vraiment t'entendre jouer. Oh. Si t'es d'accord. Est-ce que tu as autre chose peut-être à rajouter avant de terminer en musique? Bon, non, là, je crois qu'on a fait le tour. En musique, ça va être chaud. Donc la musique, j'avais pas fini, mais en fait, donc, j'ai joué comme un fou. Puis après, j'ai breaké. Puis après, j'ai refait de l'électro avec un gars qui est né le 18 janvier comme moi, mais à 10 ans d'écart. Donc lui, il était en mode David Guetta, Fiesta à 3h du mat à Lyon. Sauf que moi, j'avais ouvert l'école à 7h du mat et que je jouais à 3h à Lyon. Donc ça a été quand même vachement costaud. Et en fait, après, j'ai breaké, mais au point, pareil en mode extrémiste, c'est que j'ai plus aucun instrument chez moi. Non, mais c'est fou, ça. C'est dingue, quoi. Ouais. Alors que j'aime bien, hein, mais donc là, du pareil, coup, là, j'ai pas touché la gratte depuis 10 ans, quoi. Ah, incroyable. Et tu penses que tu pourras jouer un petit morceau? Ouais, je peux essayer, mais je vais avoir mal aux doigts, en fait. Ça devrait aller pas trop longtemps. En tout cas, merci beaucoup, Guillaume, pour cet échange. Merci à toi. Je te donne ma guitare. Je vais l'accorder un petit peu. J'ai plus touché une gratte depuis trop longtemps. Mon Dieu. C'était quoi ton morceau préféré à l'époque? Ouais, j'ai mal aux doigts. Tu t'en rappelles, ça, quand tu commences Ah bah oui, mais d'habitude, c'est au bout de quelques minutes. Ah ouais. On voit que j'ai pu jouer. Hein. J'ai bien perdu, quoi. Ça, c'est un morceau de Radiohead. Et tu as déjà entendu ce morceau ou pas? C'est pas Fading Out? Ouais. Et en fait, j'ai tous mes morceaux à moi. Je suis incapable de les jouer. Enfin, je m'en rappelle même pas. C'est vrai, tu connais mieux les morceaux des autres. Le truc, c'est que j'ai une bonne oreille. Du coup, en fait, quand t'entends... genre, ma femme, elle fait du piano. Et elle débloquait parce que je me mets sur le piano, j'attends un petit peu, j'écoute plein de fois. Je teste, et puis je vais faire le morceau, tu vois, assez vite, parce que j'ai une bonne oreille. Mais j'oublie aussi très, très vite. Et genre, je sais pas lire de partition aussi. Toi, tu fais des cours de... Moi, je me suis mise au solfège à 40 ans. Et j'aurais préféré apprendre à 8 ans le solfège, franchement. Je suis éclaté. Ouais, j'aurais bien voulu savoir encore jouer celui-là, mais... Franchement, sans avoir joué pendant 10 ans, c'est impressionnant. C'est le arpège, en fait, je crois. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi.